Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, de commencer par une citation grecque. J'espère qu'il n'y en a pas dans les discours qui suivent. Mais moi, j'ai un faible pour Xénophane, qui disait que les dieux n'ont pas révélé aux hommes toutes choses dès le commencement, mais qu'en cherchant, ceux-ci trouvent avec le temps ce qui est le meilleur. Et bien, ce soir, on a la chance, effectivement, d'avoir le meilleur, en la personne d'abord de Madame Francine Leca, qui nous fait l'honneur et l'amitié de remettre cette distinction à Claude Westlich, et puis le meilleur en lui, mais je crois que la marraine va pouvoir effectivement tout à l'heure nous exposer ses mérites à la fois professionnels, humains. Je voudrais simplement dire à Claude que la Légion d'honneur, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, n'est pas une récompense, mais c'est une marque de confiance. C'est-à-dire qu'elle engage surtout l'avenir. Ce qu'on a fait avant n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire après. Alors, cher Claude, bonne chance, bonne route. Il faut continuer sur la route que tu as choisie et qui vaut aujourd'hui effectivement cette reconnaissance de la République. Et Madame le professeur, je vous passe la parole. Merci, monsieur. Mets-toi là que je te vois un petit peu au moins. Voilà, je te vois pas, c'est pas terrible. Mon cher Claude, tu m'as fait l'amitié de me donner la parole en ce moment important. Je vais essayer d'adapter mon petit discours à ta personnalité, c'est-à-dire que je vais essayer d'être rapide, intelligente, didactique et filiale. La médecine, pourquoi? Ta réponse a été claire, aider les gens. Quelle plus belle définition de notre métier. C'est à Toulouse où tu es né que tu as fait tes études avec brio et détermination. Major en première et deuxième année, 7e à ton premier concours d'internat, médaille d'or. Vous voyez, avec Claude, les choses vont bon train. Je te laisse le bonheur de parler toi-même de tes parents, car j'ai compris quel rôle ils ont joué dans ta vocation, quel rôle essentiel ils ont joué dans ta vocation médicale. Ne jamais les décevoir sera l'un de tes moteurs. Tu es culotté, avide de tout. Tu déclames tes cours revêtus d'une blouse blanche comme pour affirmer urbi et torbi que tu seras médecin, un bon médecin, un grand médecin. Tout te plaît dans la médecine. Tu voulais, à chaque fois que tu passais dans un service, faire la spécialité. Mais finalement, à la fin de ton internat, tu choisis la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Ton clinica à Toulouse se fera dans une grande équipe. Il faut les citer, car notre formation dépend de nos maîtres, et les tiens ont été prestigieux. Échappas et Ange-Albert les pionniers, Puel le brillant, Sérène le calme, et Gérard Fournial, qui m'a dit de toi très récemment, Westlich est un personnage hors norme, intelligence vive, grande créativité, jeune interne indomptable, mais respectueux des anciens. Voilà ses paroles. Et où tu publies sur la physiologie de la plongée et sur les embolies gazeuses. Bien sûr, là encore, ne faisons rien à moitié, Claude Westlich. Tu es aujourd'hui un moniteur de plongée sous-marine très reconnu. 2 ans à Miami auprès de Grondin, qui est un célèbre chirurgien cardiaque canadien, avec lequel tu vas rédiger 2 belles publications dans Chest et Circulation, qui sont des revues prestigieuses, sur les résultats à long terme de 300 pontages coronariens. Le retour à Toulouse ne t'offre pas l'agrégation promise et escomptée. Cette désillusion te rendra plus fort, plus pugnace, plus déterminé. C'est à Caen que tu pars travailler. Tes compétences en chirurgie vasculaire sont grandes et te permettent de publier sur de nombreux sujets. Près de 1000 cas de pontage aorto-iliaque, 400 cas de chirurgie carotidienne. Mais tu es en manque de chirurgie cardiaque. Les hasards de la vie font bien les choses, surtout lorsqu'on leur donne un bon coup de pouce. Tu rencontres Marc Cratia, tu rencontres Olivier Bical, il t'accueille à Paris 2. Il nous a fait grandir, m'a dit Olivier. Il t'a ensuite proposé de venir opérer à Saint-Joseph et ensuite au centre chirurgical Marie-Lannelongue. C'est alors que tu as pu mener à bien 2 de tes travaux majeurs, la chirurgie cardiaque sans transfusion et le traitement des redoutables anévrismes thoraco-abdominaux par une nouvelle prothèse endovasculaire.
Ces deux études méritent quelques commentaires car elles sont importantes. En ce qui concerne la chirurgie sans transfusion, c'est à partir de 500 cas qu'ont pu être définis les critères de sélection et les modalités opératoires qui font appel, entre autres, à la mini-CEC que vous avez mis au point avec Olivier Bical et Didier Gaillard, que j'ai eu le plaisir de voir ici aujourd'hui. L'analyse des résultats montre que les risques ne sont pas supérieurs à ceux d'une CEC classique au sang. Le travail sur les anévrismes thoraco-abdominaux est une étude prospective et multicentrique, puisque 10 centres y participent. Il s'agit de mettre en place dans l'aorte cette sorte de gros stent poreux qui empêche rupture et thrombose tout en préservant la vascularisation des branches artérielles viscérales. Une publication en 2014 concernant les 23 premiers cas rapporte des résultats très encourageants avec un recul de 12 mois. Un décès et peu de complications, alors que la chirurgie traditionnelle a une mortalité de 20% et 10% de paraplégie. Tes publications témoignent bien de ton esprit toujours en mouvement, avide de nouveautés, mais aussi au plus près du quotidien et toujours didactique. J'en veux pour exemple ces articles pratiques, les indications opératoires précises des endocardites, quand opérer une valvulopathie asymptomatique, le maniement des anticoagulants, la comparaison des pontages avec ou sans circulation extracorporelle et beaucoup d'autres. C'est vers 2004 qu'un nouveau virus t'atteint, celui de l'expertise médicale. La rencontre avec Madame Avram, tu me l'as dit, a beaucoup contribué à cet intérêt. Françoise Avram, d'abord médecin puis magistrat, est la présidente de la CRCI d'Île-de-France. CRCI, c'est la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Elle a un rôle très important et passionnant pour qui veut s'y impliquer à fond. Et je cite Madame Avram qui explique en termes très simples, très souvent lors d'un accident médical, le climat aurait pu s'apaiser si la communication entre médecins et patients avait été de bonne qualité. Il arrive que la procédure devant la commission parvienne à pallier ce déficit de communication. Comme dans tout ce que tu fais, il faut monter haut et aller vite. Expert en chirurgie thoracique à l'ONIAM en 2005, expert près les tribunaux au cours d'appel de Versailles en 2006, puis au cours administratif d'appel de Paris et de Versailles en 2008, expert agréé à la Cour de cassation en 2012. J'ai mis des petits points de suspension car je ne sais pas jusqu'où tu peux aller maintenant. La judiciarisation de la médecine, encore modeste en France, progresse cependant d'année en année et fait se poser beaucoup de questions. Droit des malades et responsabilité des médecins, mais jusqu'où? Rapport médecin-malade, confiance, mais information. Principe de précaution ou ouverture du parapluie, mais à quel prix? Importance, peut-être trop, des référentiels de bonne pratique des sociétés savantes. Lorsqu'il y a plainte, il y a nomination d'un expert dont l'avis sera déterminant. C'est dire la gravité et l'importance de l'expertise. L'expert a un rôle essentiel, de sachant, sage, impartial. C'est une tâche très difficile. L'expert ne doit pas être prétentieux, mais bien connaître son dossier. Il ne doit pas avoir un excès d'empathie pour le malade, ni au contraire d'indulgence exagérée pour ses confrères. Il doit être clair dans ses explications, ferme mais toujours courtois dans la tenue de son expertise. Je cite tout cela parce que, ayant fréquenté grand nombre d'experts, je dois dire que je t'apprécie beaucoup dans cette fonction. Et j'ai beaucoup aimé en particulier le jour où, dans un dossier très difficile, tu as accepté de revenir sur une décision primaire. La modestie et l'honnêteté sont indispensables à cette importante fonction. Qui es-tu, Claude Veslick, pour recevoir cette distinction aujourd'hui? Un chirurgien expérimenté, attentif à ses patients. Un clinicien qui cherche et qui publie. Un professeur de plongée reconnu. Un musicien amoureux du piano jazz,
un fils aimant et respectueux, et un époux dont la femme dit au bout de 40 ans « il me convient ». Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir, comme on dit, entre guillemets, fait quelque chose de plus. Ton quelque chose de plus, c'est ta maîtrise du temps. L'action te dévore, tu dupliques ta vie. Avec intelligence, passion, courage et sensibilité, tu apportes aux gens qui t'entourent. Ta participation active, efficace et enthousiaste à la vie de la société fait véritablement de toi un chevalier. Un chevalier est un homme non seulement brave et audacieux, mais également serein et généreux, au-dessus des conflits du quotidien. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est à moi de répondre. Je ne me suis pas bien reconnu avec toutes les louanges que vous m'avez délivrées. Et je voulais d'emblée m'excuser de vous amener à assister à une décoration, à quelque chose d'aussi dérisoire qu'une décoration, alors qu'il y a des barbares qui ont ensanglanté le pays encore hier. Seulement, ça a deux significations. C'est que la vie continue et nous n'avons pas peur. Alors, parler après vous, Madame Leca, qui était la première femme chirurgien cardiaque infantile dans ce pays, professeure de chirurgie cardiaque infantile, commandeur de la Légion d'honneur, vous avez porté l'action caritative au plus haut niveau, puisque à la tête de la présidence, à la tête de l'association Mécénat de chirurgie cardiaque, vous apportez ce qu'il y a de plus fantastique à un enfant qui a eu la malchance d'être né quelque part, c'est-à-dire la vie. En donnant une leçon extrême de civilisation et en étant docteur, c'est-à-dire qu'on va soigner cet enfant alors que nous avons les moyens, à la fois financiers et techniques, de le faire. Alors je vais vous parler de mes illuminations d'abord. Chaque médecin qui est ici dans cette salle se souvient des premiers mots du premier cours qui vous a été donné en première année de médecine, des premières minutes. Moi, je me souviens, c'était le professeur Soleil-Avou qui nous explique ce que c'est que la vie. Alors, je vais vous parler de vous. Et la vie contient la reproduction et la mort. Et en médecine, on a fait beaucoup de progrès, puisque sous Louis XIV, on vivait 24 ans. Maintenant, on est à 78, 82 ans. Quand vous avez 95 ans, vous avez encore 3 ans et demi d'espérance de vie devant vous. C'est comme ça que comptent les statisticiens. Et on progresse de 3 mois tous les ans. Alors, le but d'un médecin, c'est de bien faire son travail, c'est-à-dire de remplir son devoir face au patient qui vous confie ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie. Et c'est un devoir sacré. Ça, c'est notre exercice quotidien, mais également, je vais revenir également sur les problèmes que, quand vous êtes médecin, vous allez essayer de résoudre au cours de votre carrière. Et forcément, si on veut essayer de gagner 3 mois par an, il faut apporter sa pierre. Alors, vous avez dit que lorsque j'étais à Miami, je travaillais avec M. Grondin. M. Grondin, c'est qui? C'était le 3e homme qui a fait une transplantation cardiaque après que M. Barnard ait utilisé un problème législatif qui empêchait Norman Chamouet, qui avait inventé cette intervention fantastique, qui était la transplantation cardiaque. Donc, M. Grondin a fait la 3e au monde, et il a fait le deuxième pontage aorto coronaire, c'est-à-dire en prenant une veine saphène, à l'époque, en mettant entre l'aorte et l'artère coronaire. Et c'était inventé par un étudiant argentin, résident, Favaloro, qui était à la Cleveland Clinic. Il avait 28 ans. Et M. Grondin, immédiatement, a eu l'idée de dire je vais continuer. Et il a posé un problème, moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il a posé un problème en médecine, c'est-à-dire quel est le résultat à long terme. C'était très nouveau. On était content lorsqu'on réglait le problème à court terme, c'est-à-dire immédiatement ou à 1 an. Là, il a dit, qu'est-ce qui se passe à 10 ou 15 ans?
Et effectivement, nous avons démontré, rapporté dans Circulation, qu'un pontage sur 4 était perméable à 10 ans. Ça veut dire que 3 sur 4 étaient oblitérés. Et c'est Luke, Taylor et Little qui, quelques années plus tard, à la Cleveland, ont montré qu'il fallait utiliser des conduits qui étaient derrière le sternum, qui étaient les artères mammaires internes. Donc j'ai eu la chance, alors que j'étais jeune résident, que M. Campo, M. Bourassa, M. Grondin me mettent dans l'article de Circulation. Rassurez-vous, je n'étais pas en position de gagner quelques points, j'étais vraiment au milieu de l'article. Mais cet article est cité encore 10 fois par mois si vous regardez dans Google. Maintenant, quand on vous présente quelqu'un, on vous dit « qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je le Google, voilà, c'est comme ça. Et puis, quand j'étais chef de clinique chez M. Puel, c'est comme ça la vie. J'avais eu des copains. Il y en a un qui est devenu patron, Jean-Marc Bachot, qui à cause de la neige n'est pas là. Effectivement, les Poulous, mes copains toulousains, y compris mon frère d'ailleurs, ils sont bloqués par la neige, ils n'ont pas pu venir. Et il est devenu patron, Jean-Marc Bachot, du centre anticancéreux de Toulouse. Et on était dans la même classe avec quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui est Philippe Douste-Blazy. Et souvent, il me disait, mais de temps en temps, j'ai des patients qui ont des cancers du rein qui envahissent le cœur et je ne sais pas les traiter. Or, ceci a une particularité quand on a cette maladie-là, c'est que le cancer n'envahit pas les veines caves, il va baver, si je peux me permettre comme ça, jusqu'au niveau du cœur, et on n'avait pas les moyens de l'enlever. Et on a en fait eu l'idée d'utiliser les moyens, pour ceux qui ont des références bibliographiques, de L'homme à l'oreille cassée de Edmond About, c'est-à-dire qu'on refroidissait le malade complètement, ça s'appelle une hypothermie profonde, à 18 degrés. On enlevait le sang dans la machine, donc le malade n'avait pas de sang du tout, et on avait à peu près 50 minutes pour traiter le malade. Et alors le résultat de ça, c'est que j'ai pris mon baluchon, je suis allé voir un certain nombre d'équipes déjà, je voulais faire une étude multicentrique, j'ai eu la chance que des gens comme M. Fontan, M. Pivnica, M. Loget à Rennes me fassent confiance, et je vous parle de titans de la chirurgie cardiaque. À l'époque, c'était des gens qu'on admirait, et on a publié, moi comme premier auteur, ils m'ont laissé ça dans Journal Thoracic Cardiovascular Surgery, une série de 45 patients de cancer du rein qui envahissaient le cœur, et on a sauvé ces patients, et cette technique est encore actuellement utilisée. Alors, j'ai reçu une leçon à ce moment-là. 2 leçons. Je vais voir M. Puel et je vais lui dire, écoutez, je viens de recevoir un appel téléphonique, à l'époque on n'avait pas de portable, hein, j'étais au bout du téléphone filaire, la secrétaire m'appelait et dit, monsieur, il y a un monsieur, monsieur Veslik, il y a un monsieur, je ne comprends pas son accent, il veut vous parler. En fait, il appelait de Yougoslavie, qui était de l'autre côté du rideau de fer, et il dit, j'ai 3 malades à opérer, est-ce que vous voulez venir les opérer? Moi, j'étais tout content. Quand vous êtes jeune chef de clinique, c'est rare qu'on vous confie des patients. Là, on m'en confie 3, donc je vais voir M. Puel. J'ai dit, j'y vais. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, non, vous n'y allez pas. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que vous ne savez pas qui c'est qui lave par terre. C'est une leçon extraordinaire, parce qu'en fait, on travaille en équipe. Et que si vous êtes tout seul, vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai actuellement de voir Madame Brion, Madame Davaille, Madame Tchetch, qui sont mes penseuses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une penseuse? C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire vous tendez la main, ça se passe, venez nous voir au bloc opératoire, il n'y a pas un mot, et immédiatement elle va anticiper. C'est-à-dire qu'elle a, comme disait le professeur Gérard Slama, qui est ici chef de service de diabétologie de l'Hôtel-Dieu, il parle du diabète, mais j'utilise ça tout le temps. Vous devez, comme au jeu d'échecs, vous devez avoir 3 coups d'avance, et pas la stratégie de l'échec, c'est-à-dire 4 coups de retard. Et donc, elle nous aide à faire ça. Parmi les gens, on a le docteur Abbas et le docteur Dalibon, qui sont des anesthésistes sans lesquels on ne peut absolument rien faire. Ils sont garants de l'homéostasie. On a le docteur Gaillard, le docteur Ponzio, le docteur Olivier, qui vont régler le problème de la température, de l'hémodynamique et de la respiration. Ça n'est pas que le chirurgien. Et puis, bien sûr, on a également des chirurgiens qui vous assistent. Et j'ai la chance d'avoir 2 extrêmement habiles et des chirurgiens avec un grand C qui m'ont rejoint depuis 3 mois, c'est-à-dire le docteur Laurent Guénier, qui était chef de service de chirurgie cardiaque à Lens pendant 15 ans, et madame le docteur Julia Pouli, qui était praticien hospitalier à Pompidou, et qui me disait un jour, écoutez, quand je monte dans un avion pour aller prélever un cœur, pour faire de la transplantation, j'ai peur de ne pas revoir mes enfants. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans notre métier, les équipes de transplanteurs ont été complètement traumatisées par le crash de l'avion avec 6 transplanteurs de Besançon. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, je continue un peu après cette leçon. Alors là, je n'invente pas du tout.
un jour, il y a monsieur Michel Drozdowski. Alors, qui c'est monsieur Michel Drozdowski? Professeur, biochimiste, juif ashkénaze, converti aux témoins de Jéhovah. Ça ne s'invente pas. Et il est patron, témoin de Jéhovah, du centre de transfusion sanguine. Voilà. Et il vient me voir, et il me dit, est-ce que vous pouvez opérer une jeune fille, témoin de Jéhovah, qui a 16 ans, avec la malchance d'avoir un trou entre les deux oreillettes? Ça s'appelle une communication interauriculaire. À l'époque, on les opérait. Alors je dis, moi, je ne sais pas. Et j'ai la chance de travailler avec un immense chirurgien, le docteur Philippe Clerc, qui est ici à Bordeaux. Alors, Alors, Philippe Clerc, il est plus jeune que moi. J'ai eu le bonheur d'être associé avec lui pendant 6 ans. Et quand il est arrivé travailler avec moi, il m'a expliqué que je ne connaissais rien à la chirurgie. Alors c'est compliqué parce que quand vous êtes ancien chef de clinique, vous avez fait votre formation aux États-Unis, vous êtes formation en France, et puis vous avez un jeune chirurgien qui... Et en fait, il avait raison. C'est-à-dire que là, il m'a redonné cette leçon. Il faut avoir 3 coups d'avance. C'est-à-dire qu'il faut complètement anticiper. Alors je faisais une référence bibliographique, maintenant je vous fais une référence cinématographique. Ceux qui ont vu Le Grand Bleu. Vous voyez Jean-Marc Barr qui va plonger sous la glace, Rosanna Arquette, il est comme ça, tétanisé, elle est fou, il ne la regarde même pas. Parce qu'il a complètement sa plongée sous la glace modélisée. Eh bien, la chirurgie cardiaque, c'est ça qui m'a appris, c'est une leçon extraordinaire. Il m'a appris d'autres choses, je vous dirai ça tout à l'heure autour du champagne. Nous avons opéré cette jeune fille, qui maintenant est maman de 3 enfants et qui nous a envoyé des nouvelles. Et on a continué cette étude, et grâce à l'extrême qualité de l'équipe anesthésiste de réanimation, parce que bien entendu, nous avons la chance d'avoir Christiane Dupuis ici, qui est la réanimateur fantastique de cardiologie ici, et qui va faire attention à ce que chaque globule soit important. Et nous avons effectivement publié 500 malades pas sans transfusion. Ce sont des malades pour lesquels nous n'avons pas le droit de transfuser. C'est-à-dire qu'il faut là encore avoir 3 coups d'avance. Il faut anticiper. Il faut avoir une marge de sécurité énorme. Et maintenant, on en est à 554. Et on a des résultats qui sont exceptionnels. Avec un biais de sélection, c'est qu'on n'opère pas, bien sûr, les urgences. Et puis une fois, j'étais en train de donner un EPU, comme ça, un enseignement post-universitaire. Et j'ai un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Toi, tu me plais, tu devrais faire des expertises. » Je n'avais aucune idée, donc il m'envoie au diplôme d'université Paris 5. Et il me présente une très grande dame, dont on a parlé tout à l'heure, Madame Françoise Avram. Madame Françoise Avram, c'est le seul magistrat que je connaisse qui soit docteur en médecine spécialiste radiologue, et qui va m'apprendre quelque chose que j'avais du mal à... Enfin, en médecine, si, quand même, en chirurgie cardiaque, on arrive à être humble, quoi qu'on commence à, de temps en temps à avoir les épaules qui deviennent très larges. Et elle m'a appris l'humilité devant l'analyse médico-légale en permanence. C'est-à-dire que même après 400 rapports, ou 500, et quand vous lui rendez le rapport, au bout de 10 ans, elle vous dit, mais elle vous appelle, elle vous dit, monsieur l'expert, j'ai un problème là, vous avez dit une AIPP de 28%, et puis dans votre discussion, en fait, si j'en déduis, elle va être à 32, donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de tout recommencer, et il faut accepter ça même quand vous avez rendu le rapport définitif, et je ne pourrais jamais la remercier assez. Et alors, au cours de ça, je voyais mon ami, le docteur Guéguen, c'est le plus grand qui est au fond là-bas, qui est neurologue, chef de service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne, et le professeur Tadier qui s'excuse à cause de problèmes de santé, qui n'a pas pu venir. Nous voyons de temps en temps des gens qui étaient paraplégiques à la suite du traitement d'une maladie très particulière qui était l'anévrisme thoraco-abdominal. Et ces gens, ils disaient tous la même chose. Ils disaient « J'ai une atteinte majeure à ma dignité, c'est-à-dire que non seulement j'ai les jambes qui ne bougent pas, mais je ne peux pas rester assis. J'ai des problèmes sphinctériens, je ne peux pas vous détailler ce que c'est, mais c'est absolument ignoble. Et bien sûr, je ne marche pas. » Et il dit quelque chose, il dit « Le médecin qui m'a traité a honte également, il a du mal à venir me voir. » Et quand vous regardez les statistiques, enfin, dans le ronron habituel des présentations du traitement des anévrismes thoraco-abdominaux, il y a effectivement 20% de morts ou 18% de paraplégie dans les anévrismes étendus. Et le hasard de la vie fait que le professeur Amira Benjeloun, qui me fait l'amitié et l'honneur de venir également du Maroc, professeur de chirurgie vasculaire à Rabat, me représente un monsieur que j'avais déjà vu, qui était monsieur Fried, ingénieur, belge,
qui se promène dans les châteaux de Versailles et qui dit qu'en regardant les fontainiers de Louis XIV, il se rend compte qu'on peut changer un débit turbulent en débit laminaire. Et appliquer dans un anévrisme à condition que vous fassiez un stent qui ait plusieurs couches, puisque c'est ça le secret. Alors pour ça, il a détourné une machine qui faisait des hélices d'avion pour en faire des stents. Eh bien, vous traitez l'anévrisme et vous gardez les collatérales perméables. Et donc, le problème était résolu, c'est-à-dire que l'artère qui allait à la moelle épinière va rester perméable. Alors, il avait déjà fait ça au niveau du cerveau, au niveau de l'artère poplitée et l'artère rénale. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, en France, ce qui était très compliqué, à cause du principe de précaution, une étude multicentrique prospective. On a maintenant 3 ans de recul. Et pour vous donner le résultat que nous avons actuellement, à 3 ans, les études, donc je vous disais que c'est 18% de paraplégie pour les anévrismes étendus, et maintenant, nous, à 3 ans, on a 0 paraplégie. Alors, est-ce qu'on a résolu le problème? La réponse est non, parce qu'on ne sait pas si on a modifié l'histoire naturelle de la maladie, et ça, on le saura dans 2 ans. Donc, comme le disait le préfet Potra, comme le disait Madame le professeur Leca, la Légion d'honneur, c'est effectivement un commencement. Les problèmes que nous avons dans ce pays sont d'une part des problèmes de sécurité, et dans n'importe quel pays, la sécurité des biens et des personnes, c'est la première des priorités. Si vous n'avez pas de sécurité, ça ne sert à rien, la vie n'est pas possible. Le deuxième, c'est l'éducation. Et l'engagement que j'ai pris en recevant cette distinction au nom du président de la République, ça a été d'aller 1 fois par mois dans des lycées. Je vais pas aller, j'habite Versailles, je ne vais pas aller au lycée Holl, je ne vais pas aller au lycée La Bruyère. Je vais aller dans les lycées des Yvelines, ou des lycées du 93, qui sont dans des zones prioritaires, et leur dire qu'on peut, en venant de parents qui n'avaient pas toutes les chances au départ, travailler et rendre service aux gens en n'ayant pas d'autre ambition que d'attendre un merci. C'est la seule chose qu'on attend parce qu'on leur a redonné la vie. Voilà, je vous remercie.